Bonjour et bienvenue sur Docimo, la chaîne poil à gratter de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais profiter de ce beau soleil pour vous faire un peu de sociologie sauvage. Plus riche ou plus libre? Plus riche et plus libre. Tout le monde rêve un jour d'être riche, riche, riche. Mais pour être riche, il faut que vos parents soient déjà riches. Il faut que vos grands-parents aient déjà été riches. Prenons quelques exemples. Bill Gates est parti de rien. Riche, il a des économies, mais toujours à la merci d'un problème. L'Oréal, les Bettencourt, riches, ils ont commencé après la guerre en vendant du savon, du Montsavon, du savon à barbe. Amazon, Jeff Bezos, toujours à la merci aussi. Tesla, Elon Musk, qui au passage n'est pas un entrepreneur, mais un financier. Difficulté pour l'instant. Facebook, Mark Zuckerberg, qui est sommé de s'expliquer devant les députés, devant les parlementaires. Plus intéressant, le président Trump. Son père était déjà milliardaire. Trump a voulu prouver à son père qu'il serait lui aussi milliardaire et président des États-Unis. Et là, ça devient intéressant. On commence le jeu des familles. Prenons la famille qui a financé les campagnes de Napoléon. Napoléon a emprunté de l'argent pour partir en campagne. Il a remboursé cet argent. C'est la même famille qui a financé les achats en matières premières du chancelier Hitler. L'essence, les matières premières pour Hitler. Elle a financé également les usines de moteurs, celles qui étaient juste à côté des camps de concentration. Plus récemment, plus proche, ils ont placé un de leurs anciens à la tête de la présidence de la République, et ils sont parvenus à obtenir que la France soit empêchée d'emprunter à sa propre banque, la Banque de France, à taux zéro. La France a donc été obligée d'emprunter sur le marché bancaire et de payer un intérêt pour son déficit public. Encore plus près, il y a cette grande famille qui a également placé un digne représentant à la tête de la République, un ami descendant. Cette famille avait fait fortune dans l'affrètement et le transport d'esclaves. Et aujourd'hui, nous avons cette guerre en Syrie. Il doit y avoir des gens dans des bureaux, dans des salons qui disent « Tiens, le gamin qu'on a placé à la tête de la République, c'est un ancien de chez nous. Et l'autre gamin, à son père, on avait payé une écurie de course. Ils fabriquent des missiles. Ils ne peuvent pas jouer un petit peu ensemble, ces deux-là? Et que je t'envoie un missile à 1 million d'euros, et 2 missiles et 3 missiles. Je crois qu'au total, il y en a eu 33, et je ne suis même pas sûr. Je crois qu'1 million d'euros n'est pas le bon chiffre. C'est ça les riches, les vrais riches. Et qui paye la note? Toi. Qui vote? Toi. Donc je pense que la liberté, c'est avant tout une liberté financière. Parce que pour être riche, on vient de le voir, il faut que les parents soient déjà riches, il faut que les grands-parents soient déjà riches. Il y a 50 ans, on considérait qu'il fallait 10 années de stabilité pour changer de classe sociale. Je dirais même de caste sociale. Stabilité, ça veut dire ne pas divorcer, pas de maladie, pas de perte d'emploi, pas de maladie d'enfant, pas d'incendie, pas de faits graves. Aujourd'hui, on considère qu'il faut 30 ans de stabilité. Donc au final, la liberté financière, on peut dire que c'est avoir plus de revenus, augmenter les revenus. La liberté financière, au niveau des sociétés, se définit quand la structure gagne plus qu'elle ne dépense ou plus qu'elle n'emprunte. Ça vous paraît bizarre, mais on est souvent dans le cas contraire. C'est paradoxal, il y a beaucoup de sociétés qui vivent au-dessus de leurs moyens. Vous pouvez gagner plus, mais cela signifie souvent travailler plus, ce qui n'est pas évident vu la pénibilité. Pas évident de trouver un job, pas évident de trouver un job rémunérateur. Vous pouvez également, deuxièmement, dépenser moins, mais ça signifie vivre moins bien. Et dans une société de consommation comme la nôtre, ce n'est pas facile. Vous pouvez aussi diminuer les dépenses passives. La voiture est une dépense passive. Elle ne fait que de vous coûter. L'achat, l'entretien, l'essence, les pneus, les accidents, que des frais. Aucun bénéfice. Et la troisième solution, vous pouvez surtout augmenter vos revenus. Mais vos revenus passifs, ceux qui ne dépendent pas de vous, ceux qui ne dépendent pas de votre travail, ceux qui ne vous obligent pas à être présent. En quelque sorte, faire travailler les autres pour vous. Il faut donc, au total, trouver un secteur porteur, stable et rentable pour diminuer le passif et augmenter l'actif. Mais quels sont les domaines essentiels dans notre société qui correspondent à cette description?
En psychiatrie, on considère que la stabilité apparaît avec le trépied. 3. Si vous avez un point d'appui, vous n'êtes pas stable. 2 points d'appui, ce n'est toujours pas stable. Le début de la stabilité, c'est 3. Il vous faut un toit au-dessus de la tête. Dormir à la belle étoile, c'est possible en Inde. C'est un peu plus compliqué en France. Il vous faut un revenu, de l'argent. On en a toujours trop peu, mais il en faut pour manœuvrer. Et le troisième pilier est un compagnon ou une compagne. Nous sommes faits pour vivre en binôme, comme les loups. On arrive donc rapidement à la conclusion que l'immobilier est un bien fondamental. Pas de logement, tu es SDF, moins qu'un réfugié. Les chiffres du logement sont catastrophiques, je devrais dire du mal logement. Je vous remets ici les statistiques de la Fondation Abbé Pierre. Un Français sur 7 est en grande précarité, même avec un CDI, dormant parfois dans sa voiture, un enfant sur 5. À ce sujet, je vous parlerai dans un prochain vlog d'un reportage aux États-Unis de personnes ayant un CDI et obligées de dormir dans leur voiture, sur les parkings de supermarchés, à cause de la crise du logement, logement insalubre, loyer trop élevé, problème de logement. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. On est donc avec l'immobilier dans un marché captif. Le client a besoin du produit. Tu n'as pas de toit, tu es SDF, moins qu'un réfugié, pour lequel le client ne paye parfois quasi rien à cause des aides au logement et qui augmente chaque année, qui prend de la valeur continuellement, quelle que soit la région. Je vous remets un graphique à ce sujet, il suffit d'acheter à bas prix. Mais vous me direz, comment trouver un bien ? La banque va-t-elle me prêter? Suis-je solvable? Les risques sont-ils trop grands pour moi? Je ne tiens pas à perdre le peu que j'ai actuellement. Et là, pour le coup, il y a une vraie bonne nouvelle. La législation financière en France a défini récemment, il y a 2 ou 3 ans, les règles officielles de l'investissement participatif. L'investissement participatif est un concept qui est né en Amérique, plus précisément au Canada. L'idée générale est d'acheter à plusieurs pour diviser les risques et diminuer les contrariétés, les contraintes bancaires. Peu importe le montant de l'achat, pourvu qu'il soit rentable et sûr. Acheter un appartement de 50 000 € seul, c'est 50 000 € de risque. Acheter une part de 1 000 € dans un appartement de 50 000 €, vous divisez le risque par 50. Le risque est petit, c'est un petit risque pour une rentabilité identique, 5 à 10 %. Mais vous me direz, je veux investir 5 000 €, pas de problème, achète 5 parts. Il faut évidemment trouver la région, les biens, mais ça existe. Il y a des sociétés spécialisées dans l'immobilier solidaire, dans l'immobilier participatif. Je vous ai déjà parlé de la société Notre-Toit.fr, qui est un bailleur solidaire basé en France, qui achète, qui vend, qui loue des biens décents à des prix décents. Contacte-les et parle-en directement avec eux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il est 13h30, ma journée de travail est terminée. Je pense que je vais aller me balader un petit peu, profiter du soleil. N'hésitez pas, mettez des pouces, abonnez-vous, la cloche pour être tenu au courant. Je m'en vais me balader un petit peu. Pas vous? Live long and prosper.